Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims et non au Québec, même si je suis assise à côté d'un charmant Québécois, Guy Cordeau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait bien plaisir de vous retrouver ici en France, au congrès de Quantique Planet. Je sais que vous êtes un des conférenciers et puis ça fait longtemps que j'entends parler de vous. Merci, merci. Donc, grâce à mes merveilleuses co-créatrices Geneviève Young, Christine Michaud, etc., France Gauthier, qui sont de merveilleuses journalistes au Québec et j'adore passer du temps là-bas, donc j'apprécie beaucoup ce moment. Je sais que vous avez vécu des épreuves difficiles au long de ces années, tout au long de ces années, dont une très grande que vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Revivre. Oui. Et je voulais commencer cette interview en parlant vraiment de ces défis, de ces catastrophes qui nous arrivent, de ces mal-être qu'on peut avoir, mais qui en même temps sont vraiment, il y a quelque chose au cœur de tout ça qui est important à voir et qui peut même nous permettre de découvrir l'être quelque part multidimensionnel, exceptionnel que nous sommes. Non, quelle est votre façon de voir les défis et ces catastrophes comme ça de la vie qui nous tombent? On a l'impression qu'ils nous tombent dessus. D'abord, quand ça arrive, justement, c'est une catastrophe. Et tout l'art va consister à tranquillement s'approprier ce qui est en train de nous arriver comme étant avoir une certaine justesse par rapport à soi et la façon dont on vit sa vie. Donc, et à partir du moment où on ouvre cette porte-là, bien sûr, on est en train de passer de la catastrophe à l'autre partie de la catastrophe qui est l'opportunité, c'est-à-dire une vraie opportunité de changement personnel. Et ça veut dire que je vais trouver à ce moment-là des ressources dans mon environnement qui permettent ce changement. Et je vais aussi trouver des ressources en moi-même que j'ignorais qui vont permettre le changement. Et c'est catastrophique parce que c'est notre personnage qui juge que c'est catastrophique. C'est comment on s'est constitué avec nos blessures, nos peurs, nos croyances limitatives, nos attentes et tout ça. Et c'est ça qui est remis en question par la maladie, en fait, ou par des épreuves importantes. C'est pas obligé d'être la maladie, mais c'est catastrophique parce que ça vient bousculer la structure qu'on avait mis en place pour survivre. Mais quelque chose en nous est en train de dire, oui, mais c'est de la survie, c'est pas de la vie. Et quelque chose veut vivre, en fait. Et il faut se mettre à l'écoute de ce qui veut vivre et qui va venir fluidifier ces rigidités que la vie nous a apportées et qui font en sorte qu'on s'est constitué un petit peu dans une peur de l'inconnu, une peur du changement. Et là, il y a quelque chose qui dit, mais ça a assez duré parce qu'on est en train de passer à côté de soi-même. C'est aussi difficile de faire face à un défi qui nous tombe dessus comme ça, ou quelque chose qui est arrivé dans le passé il y a très longtemps et on se rend compte que peut-être que c'est ça qui nous bloque dans notre élan futur, enfin, et dans le présent. Mais en général, en fait... Psychanalyste, hein, parce que vous êtes quand même psychanalyste. Je suis un psychanalyste de formation jungienne, j'étais formé à Zurich. Non, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, le passé se répète. Et dans ce sens-là, c'est pas vrai que le passé est passé. Le passé, au fond, il est pas digéré. Il continue à formater le présent, il continue à conditionner le présent et il est la source des répétitions. Hein? Freud parlait des compulsions de répétition et Jung disait oui, c'est vrai que ça se répète, mais peut-être que ça sert à quelque chose. Et ça sert à quelque chose qui est de l'ordre de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, d'en souffrir d'une certaine façon, de le ressentir tellement profondément qu'on va, malgré la souffrance, oser se mettre en changement. Parce que le terrain qu'on habite nous apparaît plus intéressant ou plus important ou est trop malade. Donc, ça va obliger vraiment à changer et donc à défaire ce qui, entre guillemets, dans le passé, mais qui est au présent, à défaire ce passé-là qui, au fond, est devenu un encombre. Au début, ça a permis de survivre. Je vous donne un exemple. Par exemple, disons que vous êtes un petit gros dans une famille où ils sont tous élancés, extravertis, ils parlent tous très fort et très vite et vous n'avez juste pas votre place. Et ça se peut très bien que dans cette famille-là, pour avoir de l'amour, pour avoir de la reconnaissance, pour ne pas être aux prises avec vos angoisses de ne pas exister et de vous sentir rejeté tout le temps, vous allez probablement trouver une fonction d'être un bon garçon, une bonne fille ou une bonne oreille. Vous allez devenir celle ou celui qui entend tout le monde tout le temps, mais qui pourtant n'est pas capable de se faire entendre et qui va, au fond, devenir une bonne oreille, mais une bonne oreille incapable de s'écouter lui-même. Et vous avez de la reconnaissance et tout ça, et ça va bien, mais se développe en même temps une attente très, très forte que quelqu'un renvoie l'ascenseur un jour. Et là, sa maladie va venir vous dire que la personne qui doit renvoyer l'ascenseur, c'est vous. C'est-à-dire vous-même, vous mettre à l'écoute de votre pulsion créatrice, de mettre à vous-même de vos idéaux, des choses qui vous orientent, parce que quand, au début, mettre ça de côté, ça a permis de survivre, mais là, ça devient une prison de votre élan vital, de votre élan de vie. Alors, faut que ça change. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que la maladie, ou pour vous, est-ce qu'il y avait un lien vraiment avec des choses auparavant qui n'avaient pas été réglées et vous avez vu ça comme un peu vraiment, bon bah là, il faut vraiment dealer avec ce souci, ou c'est complètement indépendant pour vous? Ah non, c'est pas complètement indépendant. Il y a beaucoup de plages que j'ai reconnues. D'abord, les influences de l'environnement familial, même au niveau génétique. Dans ma famille à moi, il y a des déficiences importantes du système immunitaire au niveau génétique. Il y a aussi du cancer dans les deux lignées familiales. Mon père est mort d'un cancer, ma mère a eu le cancer aussi. Et donc, c'est sûr que là, il y a des empreintes, il y a des fragilités, en fait, qui sont en jeu. Et, mais en dehors de ça, au niveau plus personnel, je dirais que j'étais quelqu'un qui, passionné par ce qu'il faisait, brûlait un peu la chandelle par les deux bouts, au fond. Et que dans ce sens-là, il n'y avait pas assez de respect de la vie elle-même et du rythme de la vie qui est nécessaire aux êtres humains pour pouvoir l'apprécier. Et aussi, il y avait toute la question de la créativité. Bien sûr, j'ai jamais eu de patron. J'ai eu la chance d'avoir une vie qui répondait vraiment à mon élan créateur, au fond, à mes inspirations. Mais à travers ça, quand même, une catégorie d'inspiration qui était plus l'expression artistique avait été beaucoup négligée, alors que ça a été vraiment la passion qui a fait vivre la fin de mon enfance et mon adolescence. Alors, je me rendais compte que je m'étais réfugié du côté de celui qui explique, et comme on est en train de faire aujourd'hui, mais que le geste artistique qui est plus subjectif, qui est plus personnel, avait été négligé et que ça avait engagé un malheur intérieur. D'autant plus que comme je faisais beaucoup de travail, d'écriture, de conférences et tout, quelque chose en moi est en train de dire, oui, mais nous, quand est-ce que ça va être notre tour? Voilà, et ça, ça engage des impressions d'être en train de passer à côté de soi-même et des choses comme ça. Et si vous obéissez pas à ces impressions, à ces humeurs intérieures, à un moment donné, c'est la maladie qui vient vous dire, c'est assez. Au niveau, est-ce que, parce que le Québec est très tourné quand même par rapport à la France, je dirais, enfin, même si en France les choses bougent, mais vers la spiritualité, vers la conscience, les choses évoluent. Est-ce que c'est quelque chose vous-même qui vous intéresse et qui est lié à votre travail, ou quelque chose qu'au contraire vous essayez de plutôt être dans le Jung, dans le rationnel, dans l'introspection, plutôt que la métaphysique ou des choses un peu plus du mystère? Comment tout ça a évolué au fur et à mesure des années et maintenant pour vous? Bien, ça fait quelques décennies que je médite chaque jour. J'ai appris le tai chi, tout ça, à cause de la maladie, hein. Et pas de cancer, mais avant, j'étais une colite ulcéreuse très, très longtemps. Et donc, elle m'a montré à changer mon alimentation, à méditer, à prendre le tai chi. Ça m'a invité à beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai créé, il y a quelques années, en 2007, un endroit à la campagne qu'on a appelé Prismayam, mais qui était vraiment un centre de méditation et de santé, en fait. Donc, c'est beaucoup mon refuge à moi et l'endroit où des gens sont inspirés par les mêmes enseignements que moi et où on médite ensemble. Et donc, c'est très important d'avoir des communautés d'appartenance comme ça. Donc, ça, j'ai ça. Puis j'ai aussi un groupe d'artistes que ça fait très longtemps qu'on se fréquente et que j'ai beaucoup travaillé avec eux quand j'étais plus jeune et maintenant encore. Et donc, c'est ça, il faut avoir des communautés comme ça qui nous servent de point d'ancrage et qui, au fond, nous rappellent à nous-mêmes. Parce que tout seul sur le chemin, c'est difficile en réalité. Ça prend des exercices aussi qui nous obligent à continuer ce travail sur soi et de remise en question de soi-même parce que c'est pas intéressant que ce soit des grandes épreuves ou des grandes maladies qui viennent vous dire ça. C'est plus intéressant que vous vous mettiez en chemin. Ça, c'est une chose que j'ai appris à travers la maladie. J'étais souvent malade. C'est que il faut plus attendre. Il faut pas rester dans son petit confort. Il faut aller soi-même vers des pratiques qui sont une sorte d'autodiscipline, mais qui permettent, c'est un cadeau à soi-même, qui nous permettent de gagner plus d'expansion, plus d'union, en fait. Parce que c'est vraiment une question de retrouver son unité avec la vie, son unité avec soi, son unité avec la vie, son unité avec les autres. Et je dirais que la pulsion d'union est la pulsion la plus profonde des êtres humains. Et donc, dans ce sens-là, il faut cultiver le rapport avec ça. Alors moi, je le fais comment? Je le fais par des exercices énergétiques le matin, je le fais en méditant, je le fais par l'imagination créatrice, transformer mes propres états intérieurs par des images un peu plus intéressantes. Et chaque jour, je suis quelqu'un qui choisit son état intérieur pour la journée. En posant des intentions? En posant des intentions, mais aussi en posant des pratiques qui vont permettre ça, vraiment en ouvrant un peu plus le corps, en ouvrant l'esprit. Donc, pour moi, c'est tout ça. Et je dirais que
le point final de ça, c'est quand même, c'est la question de l'ouverture du cœur, en fait, d'ouvrir son cœur. C'est ça, hein, qui est au cœur des défis finalement, c'est cette ouverture de cœur, se réouvrir à la vie, à quoi? C'est ouvrir à l'amour de la vie, à l'amour de soi. Je me rends compte que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui avaient eu le cancer, je parlais beaucoup de survivants du cancer dans les dernières années, et je me suis rendu compte que le défi pour chacun, c'est au fond d'apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter justement son élan créateur à soi, ça veut dire respecter ses propres idéaux, et même si on ne peut pas changer de travail, ben peut-être si on se trouve plutôt comme un enseignant, ben il faut trouver une petite plage dans la semaine où on enseigne, ou si on est un artiste, il faut trouver une plage où on fait ça. C'est-à-dire une activité qu'on fait uniquement pour la joie de le faire et de s'exprimer et de participer au monde avec le meilleur de nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre chose que j'ai appris à travers la maladie, je dirais, c'était beaucoup de... Si on utilise l'imagination créatrice, par exemple, ou la visualisation, il y a beaucoup de façons de le faire. On peut le faire juste comme, justement, poser une intention mentale. Mais si cette intention, ces images deviennent vraiment des sensations en vous, là, vous êtes en train de faire quelque chose de très concret. Là, vous êtes en train vraiment de stimuler la lumière qui est déjà là en vous. Et donc, de la répandre partout, de la laisser émaner de vous. Ces bains de lumière intérieure, c'est vraiment important. Et ce que je ressors de ça, c'est qu'au fond, la plupart des vies se passent dans l'attente. L'attente d'une formule magique, de la nourriture magique, du médecin magique, du thérapeute magique, de l'acupuncteur magique et tout ça. Quelqu'un qui va nous sauver. Hein. Quelqu'un qui va nous sauver. Et on veut rester des enfants, dans le fond. C'est ça l'histoire. Et c'est important de rester des enfants, mais dans un autre sens. C'est-à-dire, les enfants sont aussi extrêmement concentrés sur ce qu'ils font. Pas juste concentrés, ils sont juste habités par ce qu'ils font quand ils jouent, par exemple. Alors, il faut retrouver cette sensation-là d'un jeu qui est très, très intense, où on met la main à sa propre santé, où on stimule par soi-même ce qui est important pour nous dans la vie. Et s'il n'y a pas cet engagement de l'être et du cœur, au fond, il y a juste moins de résultats intéressants. Il n'y a pas des résultats aussi intéressants qu'on le souhaiterait. C'est ça qui est en jeu. Donc, bien sûr, on est en lien avec tout le monde tout le temps. Donc, c'est sûr que dans notre environnement se trouvent les ressources dont on a besoin pour permettre justement des stimulations. Mais il reste quand même qu'il y a une participation de l'être à cette autostimulation. Je dis souvent aux gens, vous avez à mettre en place un environnement soignant, qui est celui qui vous résonne en vous. Ça peut être des massages. Moi, c'était... je suis retourné en psychothérapie, j'ai fait beaucoup de travail énergétique, beaucoup de travail d'imagination créatrice, de méditation, de choses comme ça, de contemplation. J'ai changé des choses de mon alimentation et tout. J'ai fait ma chimiothérapie. Donc, mais j'ai fait tout ça. J'ai mis un environnement soignant en place qui, pour moi, je savais qu'aucune de ces choses-là ne pouvait me sauver. Et que toutes ces choses-là servaient à réveiller le médecin intérieur qu'on porte en soi, le sens de la vie, servait à réveiller ma médecine intérieure. Et bien sûr, c'est en lien avec tout. Tout ça sert, mais ça réveille une ressource importante parce qu'au fond, vous vous blessez. Les choses que vous allez mettre en place sont très importantes. Vous allez probablement laver la plaie, mettre un onguent antibiotique, mettre un bandage, peut-être prendre de l'argile pour tirer de l'inflammation si vous êtes plus du côté des médecines alternatives. Et vous allez faire des choses comme ça, mais il reste quand même que le remède à la blessure, c'est la cicatrisation et que vous ne pouvez pas le faire. Ça va se produire à l'intérieur de vous. Ça va se faire à condition que vous mettiez en place un environnement soignant. Dans cet environnement soignant, il y a bien sûr votre propre accompagnement de la cicatrisation. Comment vous imaginez la plaie, comment vous pouvez l'imaginer en train de se guérir, comment vous pouvez vous-même soutenir le travail qui se fait déjà, des cellules souches qui viennent appuyer, c'est comme ça que ça se fait. Hein? Les cellules souches viennent sur le site qui est en difficulté, ils vont déverrouiller l'ADN, ça va se dérouiller parce que c'est en danger, et va permettre une résolution, une guérison. Mais cette guérison, elle vient de l'intérieur, mais vous pouvez aussi l'accompagner de l'intérieur. Donc pour moi, un environnement soignant qui réveille, qui soutient, qui vient soutenir le travail de guérison intérieure.
Puis c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui, face au cancer ou une autre maladie, qui va aider et qui va peut-être être déclencheur. Ça va pas être la même chose pour telle et telle personne, mais ça va éveiller en soi quelque part cette auto-guérison ou cette capacité, ce potentiel qu'on a à l'intérieur qu'on n'utilise que très peu pour l'instant, hein, à cause de la médecine actuelle où on est un petit peu on met des pansements sans vraiment guérir le vrai souci. C'est-à-dire que c'est certain que se retrouver, je fais un atelier avec Pierre Lessard qu'on appelle Vivre en santé. Et là-dedans, ce qu'on fait, c'est vraiment expliquer aux gens qu'on est d'abord et avant tout un ensemble énergétique. Et que ce corps-là est une cristallisation de cet ensemble énergétique et que s'ils retrouvent la sensation de cet ensemble énergétique, ils vont retrouver la sensation aussi d'être liés à tous les ensembles énergétiques que sont les autres êtres humains, mais tout ce qui existe est un ensemble énergétique. Donc, vous vous retrouvez dans un champ beaucoup plus unitif. Vous retrouvez du lien et vous vous rendez compte que vous étiez au fond encombré ou braqué ou obsédé par des détails de votre vie qui, au fond, ont une importance toute relative. Et ce qui est plus important, c'est de nourrir cette sensation-là d'union profonde, d'unité profonde et de nourrir cet ensemble énergétique de choses qui vous réjouissent. Parce qu'au fond, le grand secret de toute cette histoire-là, c'est que si au cœur de l'épreuve, vous retrouvez une joie réelle, pure, c'est cette joie-là qui va vous guérir parce qu'elle donne le signal au système immunitaire. Ah, on a retrouvé le goût de vivre, on a retrouvé notre unité avec la vie, ah, on a retrouvé notre capacité de lien avec vraiment des choses qui nous animent. Ben, ça donne le signal au système immunitaire. Ben, fabriquons de l'immunité parce qu'il faut rester ici. Fabriquons des cellules blanches et puis occupons-nous que ça se renouvelle du côté des cellules rouges. Et donc, c'est très important de savoir ça, c'est-à-dire que notre goût de vivre, notre joie de vivre sont la façon de s'aimer, de nous aimer, d'aimer la vie. Et c'est le meilleur système de prévention de la santé. Je dis souvent aux gens, vous ne pouvez rien faire de tout ce que je raconte. Faites au moins une chose, restez proche de ce qui vous donne le goût de vivre. Parce que si ça vous donne le goût de vivre, c'est le signal à toutes les cellules. Ah, la vie est là, c'est agréable, on plonge. Le titre du livre, enfin, de 2010, hein, je pense, Revivre, c'est Revivre quand même. Donc c'est quelque part, c'est un reset, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième chance. Oui, c'est ça, c'est un reset, c'est-à-dire que vous allez retrouver le programme fondamental qui est le programme de l'enfant. Hein. J'arrive au monde et j'arrive et je suis heureux de vivre et de participer à tout ça, puis j'ai ma propre créativité. Donc c'est ça, puis je vais découvrir les autres et je vais aussi participer à des choses qui m'aident à me sentir que j'ai du sens ou que je suis utile aux autres aussi. Et ça, c'est l'enfant. Et donc, il faut retrouver ce conditionnement de base qui est toujours là. Parce que toutes les cellules sont toujours informées par le conditionnement de base, mais il est voilé. Il est empêché, au fond. Et souvent, à cause de la vie, on s'installe dans la survie plutôt que dans de la vie. Donc, il y a un petit risque à prendre, là, pour revivre. Et moi, je dis toujours que c'est une recréation de soi, au fond, à laquelle vous allez participer consciemment. Et c'est ça qui est intéressant. On dirait que la plus grande œuvre d'une vie, c'est cette recréation de soi-même en lien avec la vie, en lien avec les autres, en lien avec ce qu'on est réellement, notre propre élan créateur. Est-ce que notre rapport aussi à la mort, à ce que représente la mort, joue un rôle dans cette guérison, dans son cheminement, pour vraiment libérer toutes nos capacités à justement revivre? Quand mon père est mort il y a 12 ans maintenant, et j'avais écrit sa petite note funéraire. Et j'avais composé un petit poème pour lui. Et ça dit quand la vague sait quel est le lac, elle est tranquille et joyeuse parce que même ce qui la brise et la défait ne peut la déranger. Et j'ai eu la chance d'avoir un père que j'ai vu sur son lit de mort, très, très serein, aucunement inquiété, très joyeux. Et c'était une grâce de pouvoir assister à ça. Et mon père était très croyant, il était chrétien. Mais ce qui était beau, c'est qu'il disait, mais écoute, je disais, moi, mais t'es pas angoissé par la mort. Il me disait, mais écoute, il dit, dans la Bible ou dans l'Évangile, c'est écrit, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Il dit, on fait juste changer de maison. Et moi, j'avoue que sans partager les mêmes religiosités que mon père, j'avoue quand même que je crois ça sincèrement maintenant. C'est-à-dire que notre esprit et notre âme continuent bien après la mort et que la conscience n'est pas liée au corps. Et en 89,
J'ai fait une expérience de mort imminente que je raconte dans l'avant-propos de mon livre La guérison du cœur. Et là, c'est sûr, c'est une ouverture de l'esprit tellement grande et on se rend compte qu'on est unis et en communion avec tout ce qui existe et que ça va bien au-delà de la mort. Cette fois-ci, à travers le cancer, bien sûr, ma vie était vraiment menacée. Mais j'ai découvert là que quand j'ai trouvé la joie profonde d'exister qui revenait en moi, je me suis dit, de toute façon, quand j'en meurs ou non de ce cancer-là, j'ai guéri quelque chose. J'ai retrouvé mon sentiment, la sensation d'union profonde avec la vie. Et ça provoque tellement de joie en moi. Et je me suis dit, ça, c'est ça, ça se peut que j'en meure, mais j'ai guéri quelque chose. Et je me disais aussi, mais si ce que je pense est juste, mon corps va pouvoir suivre. Et mon corps a suivi. Hein. J'en ai beaucoup de gratitude envers ce pauvre être qui a vécu beaucoup de souffrance, sans doute par mon ignorance aussi, mais voilà. On est en santé. Ouais. Une petite dernière question par rapport au signe yin-yang. Donc on voit qu'il y a cette partie blanche, cette partie noire, et elles sont en harmonie. Est-ce qu'on peut dire on doit trouver un peu son équilibre? Parce que est-ce que vraiment plus la part de lumière en nous augmente, plus cette part d'ombre aussi augmente? Dans le coup, le signe yin-yang, finalement, on ne pourrait pas en parler de cette sorte. Comment vous voyez cette balance qui doit être créée dans l'univers, en nous-mêmes? Est-ce que finalement, c'est pas retrouver le bon équilibre malgré nos côtés d'ombre et être OK avec ça et dans cette acceptance? Donc, dans le coup, ils sont bien là, ils sont encore là, ils sont visibles, mais on en est moins... Oui, le philosophe Alan Watts disait c'est parce que ça boite qu'on cherche l'équilibre. Ou c'est pas, la chose la plus parfaite ici-bas, c'est l'imperfection fondamentale. Et je dirais que cette imperfection nous garde en chemin, justement. Donc, c'est le fait qu'effectivement, cette zone d'ombre, à mesure que vous allez vers la lumière, parce que c'est quand même de ça qu'on est en train de parler, d'amplifier les zones lumineuses en vous. Mais il faut dire qu'on est déjà beaucoup assombri, donc on a pas mal de chemin à faire avant de retrouver l'équilibre de tout ça. Et ça veut dire aussi qu'on est des moteurs à deux temps. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. Il y a un moteur qui est de l'ordre de l'expression, de la création. Et il y a un moteur qui est de l'ordre de la nourriture, de se ressourcer, de s'inspirer pour justement s'exprimer. Donc, pour ça, pour moi, c'est du yin et du yang. C'est le jour et la nuit aussi. Les choses qui nous permettent de se nourrir, qui sont les choses plus apaisantes de la nuit, et les choses qui permettent de s'exprimer, qui sont de la clarté de la lumière. Et pour moi, c'est très important. Et tout ça nourrit pour moi un processus de conscience de toute façon. Et ce que vous dites me fait penser à la fameuse légende d'Isis et Osiris, où on a Horus, qui est finalement le fils d'Isis, et la guérisseuse, et la mère nature, et Osiris est le souverain. Et Horus est appelé le seigneur du double pays. C'est ce double pays-là, c'est le seigneur du jour et de la nuit, de la Haute-Égypte, de la Basse-Égypte, mais aussi de cette connaissance intérieure de la lumière et de la noirceur aussi. La noirceur n'a pas seulement des côtés destructeurs, et des côtés apaisants. Par exemple, chez moi, j'ai la chance de vivre dans un appartement qui est très, très lumineux. C'est des murs de vitres. Et après, puis c'était blanc dans mon appartement. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible de vivre là-dedans parce qu'on ne dormait plus. Trop de lumière. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai donc amené de la couleur sur les murs qui pouvait boire une partie de cette lumière-là et faire que l'appartement avait aussi un aspect apaisant. Et j'ai mis des rideaux et des choses comme ça pour faire que, des fois, il faut que ça s'apaise. Donc, c'est vraiment une question du respect de son rythme aussi. Je trouve que ce yin-yang, il permet de respecter un rythme judicieux pour soi. On ne peut pas choisir beaucoup de choses. C'est-à-dire que de toute façon, on s'en va vers de l'amour, vers du bonheur et de la lumière. Mais le choix qu'on a vraiment, c'est le rythme, c'est la vitesse. Quand on est sur l'autoroute, c'est ça qu'on peut choisir aussi. Donc, vous êtes au volant de votre vie et vous avez le choix du rythme. Maintenant, il y a beaucoup de rythmes qui sont trop lents. Quand les rythmes sont trop lents, on est percuté par des maladies. C'est exactement comme quand on prend l'avion, par exemple. Quand ça décolle, on sent toutes les percussions, la cabine brasse et tout ça. Mais aussitôt qu'on va assez vite, on ne sent plus ça. Ça coule, ça semble très, très fluide. Pourtant, toutes ces percussions sont non seulement là, il y en a beaucoup plus. Et donc, il faut trouver assez d'élévation, je dirais, du taux vibratoire. Et ça se fait beaucoup par... On parle de taux vibratoire, oui, pas de vitesse d'action, parce que notre société va très vite. On parle de taux vibratoire, c'est-à-dire donc l'intensité d'amour en soi, l'intensité de joie, l'intensité de nourriture, d'inspiration et d'expression qui permettent d'être dans un taux vibratoire, dans une longueur d'onde qui permet
beaucoup de fluidité et beaucoup moins de répercussions, de percussions qui sont douloureuses. Et permet de danser avec la vie. Danser avec la vie, voilà, c'est un beau mot de la fin, danser avec la vie. Merci beaucoup Guy. Merci beaucoup. Plein de gros bisous mes délicieux co-créateurs, hein. Merveilleuse interview. Merci Guy, au revoir.